Je vous propose donc de continuer avec un sujet là aussi très important pour France Alzheimer. Joël Jaouen l'a rappelé. Donc, c'est l'autonomie, grande cause de la fin du quinquennat, point d'interrogation. Les attentes de l'association sont très très fortes, hein, qu'il s'agisse de la future loi grand âge et autonomie qui est très attendue, ou encore donc de la création de ce cinquième risque, hein, qui a été acté donc dans la loi de financement pour la sécurité sociale de 2021. Et donc pour aborder ce sujet, donc nous avons le plaisir donc d'accueillir Jeannine Dubié, donc qui est députée des Hautes-Pyrénées, Marianne Monchamp, présidente de la CNSA, et également Laure Adler, donc, qui est journaliste, biographe, éditrice, productrice de radio et de télévision et qui est auteure de ce très bel ouvrage, La voyageuse de nuit, paru chez Grasset. Et Laure Adler, j'aimerais voilà, vous donner la parole pour que vous puissiez nous parler de votre livre dans lequel vous avez exprimé énormément de choses, hein, à la fois sur le vieillissement, mais aussi sur la maladie d'Alzheimer, sur les conditions de vie dans les EHPAD. Et je trouve que c'était une très belle introduction pour dresser les perspectives pour ce débat. Un mot peut-être sur la maladie d'Alzheimer, parce que vous en parlez à plusieurs reprises, un mot rapide, parce que ce n'est Ah, pas complètement le sujet, mais vous dites, comme tout le monde, j'ai peur que ça me tombe bravo. dessus, même si vous constatez que cette maladie devient, je vous cite, moins honteuse. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Pourquoi cette maladie vous fait-elle peur? Vous me parlez à moi? Absolument, Laure. Ah bon, pardon, parce que j'ai eu des problèmes pour vous. Pardon, hein, excusez-moi, j'ai eu des problèmes pour me connecter à vous. Voilà. Non, je Bah, vous oui, demandais juste en, oui, pardon, j'ai entendu que voilà, la je vous fin de demandais votre question. juste en quelques mots, hein, vous évoquez à plusieurs reprises hein, dans votre ouvrage La maladie d'Alzheimer, une maladie moins honteuse, mais vous dites, je vous cite, comme tout le monde, j'ai peur que ça me tombe dessus. Oui, j'ai peur que ça me tombe dessus, comme tout le monde. Oui, je crois que tout le monde a peur que ça lui tombe dessus. Alors, c'est sans doute pour des raisons extrêmement négatives que je dis ça. Et c'est stupide de ma part de penser ça et d'avoir cette crainte-là, parce que c'est encore un ostracisme et une désignation par rapport à cette maladie qui fait peur. Et je participe en disant que j'ai peur de cette maladie à ce cliché sur Alzheimer. Parce que d'abord, moi, je pense que Alzheimer existait bien avant Alzheimer et que beaucoup de gens ont vécu cette maladie d'Alzheimer ou cet amoindrissement normal de nos facultés sans que ça porte la maladie, le nom de la maladie d'Alzheimer. C'est normal de ne plus avoir la mémoire aussi vive que quand on avait 30 ou 40 ans. C'est normal, vu les connexions qui arrivent dans nos cerveaux à toute vitesse, que quelquefois, eh ben, y a des bifurcations qui ne se font pas forcément de la manière la plus cohérente possible. Mais je crois qu'il y a un cliché accolé au mot d'Alzheimer. Et d'après les médecins avec qui j'ai eu la chance, parce que je n'ai aucun savoir médical et aucun savoir particulier, si ce n'est justement la, de vivre avec ma mère, dont on me dit toute la journée, selon les médecins, qu'elle n'a peut-être pas Alzheimer, mais c'est quand même Alzheimer. Et on n'ose pas vous dire que c'est Alzheimer. Alors, quelquefois, elle a une démence sénile. Non, mais c'est pire qu'Alzheimer. Et puis, on ne peut pas vous dire médicalement que c'est Alzheimer, comme si les médecins eux-mêmes n'osaient pas qualifier la maladie d'Alzheimer. Donc, à part la vie avec ma mère, je n'ai aucune compétence médicale, si ce n'est que j'ai rencontré des médecins extraordinaires durant les 3 dernières années, des médecins qui disaient que on est en train de percevoir, et hélas pas assez dans certaines EHPAD et dans certains peut-être lieux, on est en train de comprendre beaucoup mieux et d'apprivoiser beaucoup mieux la maladie d'Alzheimer. Alors, je ne sais pas si ça correspond à vos propres perceptions et à vos propres cheminements. Alors, je pense qu'effectivement, il y a encore beaucoup de travail, mais vous évoquez hein, la question des EHPAD. J'ai envie de dire, il y a
beaucoup de belles choses qui sont décrites hein, dans votre ouvrage, donc à la fois sur l'investissement des équipes soignantes et puis aussi des constats qui sont quand même très, très sombres sur le manque de moyens, sur la déconsidération des personnels, sur la vie dans les EHPAD, le fait que 80% des résidents doivent faire appel à leur famille pour payer le reste à charge. C'est une situation qui vous révolte, c'est ce que vous avez vu dans les EHPAD? Oui, ça me révolte. Et je pense que ça révolte tout le monde parce que c'est quelque chose dont on parle peu. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Sans doute parce que c'est trop gênant et qu'il y a des choses soi-disant plus urgentes à régler dans notre société. Je pense que n'importe qui a à vivre cette situation, et nous allons être de plus en plus nombreux à la vivre si ce n'est déjà fait, ne peut qu'être révolté contre cette manière, entre guillemets, d'instrumentaliser la vieillesse et de mettre, c'est même pas au placard, c'est de soustraire à tout droit possible des personnes qui sont possesseurs de leurs droits et qui ne sont plus des sujets de la société, alors qu'ils le sont. Et dans les EHPAD, on voit aussi que la charte à laquelle souscrivent les EHPAD et qu'elles sont obligées normalement de pouvoir mettre en application n'est pas forcément respectée. Par exemple, la représentativité des résidents ou des familles des résidents pour pouvoir faire le point toutes les semaines sur ce qui s'est passé, etc., n'est pas respectée. Et de plus en plus, dans certaines EHPAD, on considère que les personnes qui rentrent sont des personnes qui sont sans droit, qui sont sans conscience, qui sont sans mémoire, qui sont sans liberté. Et on les traite comme ça, on leur parle comme ça. Et hélas, dans certaines EHPAD, on enferme même dans ce qu'on appelle les unités, on enferme même des personnes atteintes d'Alzheimer qui pourraient très bien vivre comme les autres. Donc, il y a un problème politique, il y a un problème économique, il y a un problème éthique. Et je pense que c'est vraiment un problème de civilisation qui est extrêmement grave. Et lorsque vous dites les vieux seraient-ils les citoyens oubliés de la République? Point d'interrogation. Vous répondez oui. Mais ce sont les Citoyens oubliés de la premiers, République. oui, 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 dans tous les sens du terme. On, pro, on profite d'eux quand ils ont de l'argent pour pouvoir faire monter les prix des chambres d'EHPAD et pour qu'ils se taisent et qu'on les enferme le plus loin possible du cœur des villes. Et en même temps, quand ils n'ont pas beaucoup de moyens, on demande à leur famille, enfin, on demande à ces personnes de dépenser toutes les économies de leur existence pour pouvoir soi-disant mourir en tranquillité, ce qui n'est pas du tout évident dans un EHPAD en ce moment, euh, ou, ou alors, et même très souvent, c'est les familles qui avaient mis des petites économies pour leurs propres enfants, qui sont obligées de mettre de l'argent pour pouvoir permettre à leurs propres ascendants de vivre à peu près correctement leur fin de vie. Donc on voit bien qu'il y a un basculement intergénérationnel qui est très, très préoccupant et qui concerne pas seulement les personnes âgées, mais nous, les parents des personnes âgées, qui sommes déjà âgés, et nous aussi, dans la mesure où c'est les économies que je pourrais faire pour les donner à mes propres enfants que je ne pourrais pas leur donner. Donc on voit à quel point il y a un côté contagieux, à la fois dans la notion de ce que ça veut dire vivre, l'espérance de vie, et aussi dans la considération, et c'est ça qui me paraît le plus important, de la vulnérabilité en France. En France, on fait semblant d'être des espèces de super-héros. Il ne faut jamais être malade, il ne faut jamais vieillir, il ne faut jamais être handicapé, il ne faut jamais être en marge. Mais qu'est-ce que c'est que cette société qui met en marge et qui exclut en leur donnant pas la parole et en enlevant les droits à tous ceux qui ne sont pas assimilables à des super-héros? On va en crever de cette espèce d'excellence, de pseudo-excellence vers des idéaux vénéneux. Bon, je m'arrête Oui. parce que je m'énerve.
Merci. Merci beaucoup, Laure Adler, d'être avec nous. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, La voyageuse de nuit chez Grasset, et qui est absolument magnifique. Donc, merci beaucoup à vous. Ben, c'est moi Je- qui vous remercie infiniment et bravo pour ce que vous êtes et ce que vous faites. Merci beaucoup. Janine Dubié, vous êtes donc députée des Hautes-Pyrénées. Comment vous réagissez aux propos de Laure Adler? On a entendu toute sa colère, hein, sa révolte. Vous-même hein, avez été directrice d'EHPAD. Est-ce que vous vous êtes retrouvée dans quelques-uns de ses propos? D'abord, bonjour à tous et merci de votre invitation. J'entends la colère de Laure Adler et en même temps, je suis triste d'entendre ces propos. J'ose croire, en tant que directrice d'EHPAD, puisque je l'ai été de 2002 à 2012 avant d'être députée, j'ose croire que ce n'est pas tous les EHPAD qui fonctionnent comme ça. En tout cas, là où elle a raison et où j'approuve totalement, c'est que la personne âgée qui est accueillie dans un établissement, et j'insiste bien sur ce mot d'accueilli, pour moi, on accueille une personne dans l'EHPAD et on accueille aussi sa famille. C'est important de le dire comme ça, ce ne sont pas des pensionnaires, ce ne sont pas des gens, comme l'a dit Laure, qui perdent leurs droits, bien au contraire, c'est des gens qui doivent être respectés dans leur histoire, dans leur complétude. Et quand je dis quand j'ai été directrice d'EHPAD, je l'ai été pendant 10 ans, j'étais extrêmement attentive à cette période, en fait, où la personne, d'abord, on faisait visiter l'établissement à la personne avant qu'elle soit accueillie dans l'établissement. Et ensuite, dès lors qu'elle était accueillie, nous mettions en place ce qu'on appelle les projets de vie individualisés ou personnalisés, qui sont prévus hein, dans le Code de la famille et de l'aide sociale. Et ces projets de vie, ça permettait effectivement, c'est un engagement en fait de l'établissement pour prendre en compte en fait la particularité de la personne qui est accueillie. Et c'est une démarche en fait de co-construction entre la personne accueillie, sa famille et l'ensemble du personnel de l'établissement qui l'accueille. Et donc, ce projet de vie, en fait, il s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle la bientraitance hein, et le respect de l'identité, des attentes et des capacités de la personne à faire. Et c'est aussi dans cette perspective de maintien de l'autonomie de la personne le plus longtemps possible. Je regrette beaucoup que finalement, en entendant Laure Adler, que finalement, peut-être ce ne soit pas suffisamment respecté par les établissements, mais j'ose croire quand même que beaucoup le mettent en place. Et alors peut-être maintenant, en votre qualité de députée, est-ce que je peux vous demander quel regard hein, vous portez sur cette cinquième branche qui vient d'être votée en attendant donc la loi grand âge et autonomie? Est-ce que c'est un grand pas en avant? Est-ce que c'est un réel progrès? Alors déjà, Hélène, moi, je ne veux pas parler de loi sur la cinquième branche parce que très honnêtement, ce que nous avons fait, c'est simplement créer un cadre budgétaire. Nous ne sommes pas encore dans une véritable loi qui qui aurait dû être définie au travers de la loi grand âge et autonomie. Et cette loi grand âge et autonomie, elle est repoussée sans cesse. Et on ne sait toujours pas si nous pourrons l'examiner dans le cadre dans le courant de l'année de 2021. Et donc, moi, je suis très, quelque part, ça fait 30 ans que je plaide pour la création d'un cinquième risque au sein de notre dispositif de protection sociale. Cinquième risque, pour moi, le risque, c'est la dépendance. Et nous avons effectivement créé un cadre budgétaire qui s'appelle la branche autonomie, qui aura à prendre en charge à terme ce risque de dépendance. Sauf que aucun moyen supplémentaire, je le rappelle quand même, hein, parce que les seuls moyens supplémentaires qui ont été accordés, c'est à compter de
2024 une fraction de 0,15 points de CSG qui sera réaffectée, qui représente à peu près une somme de 2,3 milliards d'euros, alors que dès maintenant, et on le sait au travers du rapport Libaud, les besoins de financement sont estimés entre 7 et 10 milliards d'euros en 2030. Donc, franchement, je pense que la réponse qui est apportée aujourd'hui n'est pas à la hauteur des enjeux. Et si on veut effectivement avoir une démarche pour notamment en EHPAD, mais aussi dans l'accompagnement à domicile, il faut absolument donner les moyens nécessaires, à la fois dans le cadre de l'accompagnement à domicile par les personnels qui y travaillent, mais aussi en EHPAD, tout en ayant en tête ce qu'a évoqué Laura Adler, qui s'appelle le reste à charge. Et ça, c'est important aussi. Cette cinquième branche, en fait, elle aurait dû, et ça, faire que la prestation qui est allouée dans le cadre du maintien de l'autonomie, et je pense notamment à l'APA, à l'aide personnalisée, voilà une prestation qui devrait être totalement prise en charge dans le champ de la solidarité nationale. Et ça, nous n'avons pas pu faire avancer cette idée dans le cadre des discussions que nous avons eues, à la fois dans le cadre du PLFSS, mais de la loi en septembre qui a introduit, en fait, qui a commencé à dessiner les contours de cette branche autonomie. Encore une fois, je dis, on n'a pas traité du périmètre, on n'a pas traité correctement de la gouvernance et le financement, il est absent. Donc, pour l'instant, ça reste pour moi une coquille vide et le travail reste à faire. Donc, un constat assez pessimiste. Et est-ce que cette loi grand âge et autonomie, est-ce qu'on peut espérer quand même la voir arriver au Parlement en 2021, début 2021? En fait, je pense que cette loi, elle est annoncée depuis le début de la... Alors, très honnêtement, ce n'est pas d'aujourd'hui ce débat. Hein. Ça fait 30 ans qu'on l'attend, hein, et ça fait 30 ans que l'on recule. Et c'est pour ça que je comprends aussi la colère de Laura Adler, mais aussi, je me suis connectée, j'ai entendu des aidants qui retraçaient aussi leur expérience et leur douleur dans l'accompagnement des personnes avec des difficultés cognitives. Franchement, depuis 30 ans, on ne prend pas conscience de ce défi qui est à relever, c'est de considérer en fait que la personne âgée, même avec des difficultés à pouvoir faire toute seule, reste une citoyenne et on doit se donner effectivement les moyens de pouvoir la respecter en tant que citoyen le plus longtemps possible. Et ça passe par des moyens en personnel, des moyens aussi en investissement pour que les établissements soient plus adaptés sur le plan architectural. Et donc, par rapport à la question que vous me posez, je pense qu'aujourd'hui, non, les moyens n'y sont pas. Voilà. Alors, je ne suis pas pessimiste parce nous allons continuer à nous battre, nous allons continuer à... Mais quand je vois cette loi grand âge et autonomie, d'abord, ça m'embête aussi qu'elle s'appelle grand âge. Parce que très honnêtement, c'est une loi sur la prise en compte de l'autonomie. Que l'on soit une personne en situation de handicap, que l'on soit une personne âgée, je veux dire, il faut qu'on ait un cadre qui soit beaucoup plus large et qu'on arrive enfin à une prise en charge au niveau de la solidarité nationale. Donc, j'espère quand même qu'en 2021, parce que le mandat il se termine en 2022, hein, donc maintenant il est temps, des rapports, il y en a eu, une multitude de rapports, on sait tous très bien, je pense que les pistes que nous devons investiguer pour réellement prendre en charge correctement les personnes qui sont en perte d'autonomie, et je le redis, qu'elles soient en situation de handicap ou simplement liées aux effets de la vieillesse ou à la maladie. Maintenant, bon voilà, c'est au gouvernement aussi de l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, enfin du Parlement, et sachez que nous sommes nombreux à l'attendre avec impatience.
beaucoup, Janine Dubié. Marianne Monchamp, donc je rappelle que vous êtes présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le constat à ce stade est assez sombre. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des raisons d'espérer? Oui, vous avez raison de dire que le constat est sombre. Alors d'abord, je salue les participants à la table ronde et ceux qui nous écoutent. Le constat est sombre, mais il est important de retrouver et de bien analyser les causes de ce constat si sombre. Moi, ce qui m'a frappé dans ce que Laure Adler a dit, et je crois qu'il faut y revenir quelques instants, c'est que c'est un énorme malentendu, un énorme couac, une énorme errance de notre société contemporaine. Nous commettons une erreur persistante à parler de patients, à parler à la place des personnes et à ne pas intégrer en quelque sorte ce que vivent nos concitoyens quand ils sont touchés par une avancée en âge qui peut en effet faire évoluer leurs capacités, leurs préférences, leur appréhension cognitive du monde. Et évidemment, les choses sont décuplées quand il s'agit de personnes qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Et ce voyage, au fond, dans la sensibilité, et c'est à dessein que j'utilise ces termes, dans l'émotion, dans l'intime, au fond, de ce que vit une personne qui est touchée par la maladie d'Alzheimer, disparaît devant des représentations sociales qui assignent ces personnes dans une espèce de résidence tout à la fois fictive et réelle. La résidence réelle, c'est l'institution, et la résidence fictive, c'est au fond de disparaître et de devenir les invisibles de la République. Au fond, de penser à leur place et de considérer qu'on peut tout simplement avoir la bonne solution et la bonne réponse pour eux. Moi, j'aime le terme tout à l'heure qu'on a vu, qu'on a entendu, qui est le thème de tâtonnement, qui est un terme, si vous voulez, d'avancée progressive, d'humilité, et qui permettrait de répondre à des choses aussi poignantes que celles qui ont été évoquées par les proches aidants, devant des décisions institutionnelles unilatérales qui ne respectent ni la situation de la personne, ni la situation du proche aidant. Alors pourquoi y a-t-il un espoir dans l'émergence, au fond, d'une branche autonomie en protection sociale? Et je peux rejoindre Janine Dubié en disant que ça ne va pas assez vite, pas assez loin et que les moyens ne sont pas au rendez-vous. Mais ce qui est porteur d'espoir, c'est qu'au lendemain d'une crise, en plein cœur d'une crise sans précédent, comme c'est souvent le cas dans notre système de protection sociale, nous avons fait le choix collectif d'équiper la sécurité sociale d'un cinquième objectif, si vous voulez, d'un cinquième grand dessein, qui est celui de la vie autonome de nos concitoyens. Et nos concitoyens qui ont besoin d'être accompagnés dans le maintien de leurs choix, de leurs aspirations et dans une vie autonome, ce sont, oui, les personnes qui avancent en âge, mais aussi, en effet, les personnes qui sont en situation de handicap ou les personnes qui souffrent de pathologies chroniques qui s'accompagnent effectivement d'un certain nombre de situations de perte d'autonomie. Et le fait de décider dans la nation de la création, au fond, de cette cinquième branche, dont le nom n'est pas le nom d'un risque, mais dont le nom est le nom d'une ambition, l'autonomie, la vie autonome. Ça, si vous voulez, c'est une avancée. Je peux convenir qu'elle est symbolique. On va y revenir quelques instants parce que ce n'est pas tout à fait aussi symbolique que ça. Il y a bien quelques éléments tangibles, mais c'est une avancée, j'ai envie de dire, de la nation tout entière, qui prend son destin en main et qui, face au vieillissement, se dit, eh bien, nous allons renforcer la citoyenneté de nos compatriotes, tout simplement en permettant qu'ils soient mieux accompagnés dans leur vie de tous les jours. Alors, ça veut quoi? Ben, ça veut dire qu'il faut tout à la fois réaliser ce grand virage, si vous voulez, de nos représentations, de ce que c'est que l'autonomie,
Et là encore, j'ai été frappée par ce que disait Laura Adler, que c'est une espèce de société de l'excellence, vous voyez, c'est une espèce de société de la performance où seuls sont invités au festin ceux qui courent très vite et qui pensent très vite. Si vous voulez. Il y a un moment, il va falloir qu'on se calme là-dessus, parce qu'on laisse tellement de gens sur le bord de la route en faisant ces choix très élitistes que cela finit par pénaliser totalement et notre société et notre économie. Parce qu'une des raisons d'espérer, c'est de faire en sorte que tous ceux qui contribuent aux équilibres sociaux puissent contribuer. Et une personne avec sa maladie d'Alzheimer dans une institution, dès lors qu'elle peut, même si ce sont par quelques signes, par quelques manifestations parfois réactives, vous voyez, de déplaisir ou d'acceptation de ce qui se passe pour elle et avec elle, eh bien, c'est déjà cela, au fond, cette expression démocratique qu'il faut arriver à capter respectueusement pour faire bouger nos représentations. C'est ce qu'avec le Conseil de la CNSA, on a appelé l'approche domiciliaire. Ça ne veut pas dire qu'on supprime les institutions, mais cela veut dire qu'en renforçant cette dimension du chez-soi, en respectant les règles de ce qu'est un chez-soi, en adaptant les réponses à cette ambition du vivre chez soi, citoyen debout, à part entière, même si ce citoyen debout, il est alité, ou même s'il est fragilisé par sa maladie ou sa situation, eh bien, c'est effectivement ce qui est le sous-jacent de cette cinquième branche autonomie. Et je veux dire que oui, la gouvernance, elle n'est pas encore, comment dirais-je, calibrée, elle n'est pas encore explicite, et oui, nous aurions besoin de cette loi autonomie, grand âge ou grand âge autonomie. Nous, au Conseil de la CNSA, on l'appelle autonomie, hein, cette loi, parce qu'on a besoin de ça. Mais dans l'absence de cela, disons quand même que la nouveauté avec la cinquième branche, c'est que le Conseil qui la gouverne et qui la pilote à partir du 1er janvier, il met autour de la table les parties prenantes que sont les représentants des personnes et des familles. D'ailleurs, c'est comme ça que Joël Jaouen est à la table du Conseil de la CNSA. Et je peux vous dire que dans les séminaires du Conseil ou au Conseil, on l'entend Joël Jaouen quand il a des choses à nous dire, et que quelque part, il se prononce sur le budget de la branche. Enfin, demain, quand elle sera branche au 1er janvier, il se prononcera sur ce budget et sur la fongibilité des sections budgétaires. Pardon pour ces horreurs technocratiques que je vous balance ce matin, mais si vous voulez, et donc, si vous voulez, à la différence des autres branches de sécurité sociale, où on est dans des modèles très paritaires, au fond, hein, et qui sont issus de la construction historique de la sécurité sociale, une des avancées de la branche, c'est d'avoir mis autour de la table de la décision eh bien, les parties prenantes que sont, encore une fois, les représentants des professionnels, des familles, des territoires, des personnes elles-mêmes. Il y a des personnes en situation de handicap, il y a des personnes âgées autour de la table, et je pense que des mouvements comme par exemple Citoyennage, vous voyez, qui visent à renforcer l'expression directe et sans intermédiaire des personnes qui avancent en âge et qui peuvent se retrouver en effet en situation d'une moindre autonomie, est absolument décisif pour la vie démocratique de cette institution. Pardon pour ce tunnel, hein, mais ce que j'ai entendu ce matin, si vous voulez, m'amène à dire que oui, cette révolte qui s'est exprimée, je la ressens. Et non pas pour dire ça se passe mal, les EHPAD sont maltraitants, bien sûr que c'est vrai, il arrive que ce le soit. Et quand on me raconte qu'on met un plexiglas sur le portillon du jardin pour que d'aventure le proche, le mari ne puisse pas prendre la main de sa femme, enfin si vous voulez, je veux dire au secours, mais au secours, hein, et trop de normes, trop de règles et trop de perte de sens. Je suis sûre que Janine Dubié, quand elle était directrice d'établissement, elle arbitrait toute seule que le plastique ou le machin, je sais pas qu'on appelle le plexi, ben, on virait le plexi pour qu'il y ait un contact et après on prend un coup de gel alcoolique s'il le faut. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce film? Qu'est-ce que c'est que cette folie collective? Mais si vous voulez, indépendamment de cette vision qui est, je veux le dire, parfois révoltante des choses, ce qui me révolte encore plus, c'est la persistance de notre société à ne pas comprendre de quoi il s'agit. Et c'est là que je rejoins le propos de Laura Adler. Il faut se calmer tout de suite. La société du vieillissement, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça y est, le coup est parti. Et en 2030, nous avons intérêt à être au grand rendez-vous de l'histoire.
Parce que sinon, nous serons les derniers de la classe. Vous voyez ce que je veux dire? De la classe internationale. Et ne doutons pas une seule seconde que les nations sont déjà en train de s'organiser sur ces sujets. On fait semblant de ne pas voir, mais moi, quand je reçois des homologues chinois, vous voyez, et que je regarde le niveau de leur... Je ne les donne pas en exemple, comprenez bien mon propos, mais quand je vois le niveau de préoccupation qu'ils ont sur la question du vieillissement, je me dis, mais attendez, il va falloir quand même qu'on se bouge. Et si nous voulons être capables de demander à nos compatriotes un effort supplémentaire, parce que la solidarité nationale, ça se traduit toujours par la même chose, hein. C'est l'effort de la nation. Et l'effort de la nation, ça s'appelle les impôts ou les charges sociales. Moi, je ne sais pas comment on fait autrement, hein. Eh bien, on a intérêt à leur proposer un modèle désirable. Hein, parce qu'on ne va pas quand même demander à nos concitoyens de payer pour quelque chose qu'ils ne veulent pas, ou qu'ils réprouvent, ou qui les rend malades. Vous voyez? Et l'espoir, c'est que je crois que la branche va le permettre. Et oui, il faudra d'autres combats. Et oui, on ne sera peut-être pas tous d'accord. Mais ce débat, il est incontournable pour l'avènement d'une vraie branche autonomie et pour le rendez-vous de 2030. Et j'ajoute que ce combat, j'ai envie de dire que les associations portent et que France Alzheimer porte, alors avec une force absolument incroyable, il profitera à tous. Je veux dire, ce n'est pas le combat d'arrière-garde de gens âgés qui voudraient se refaire une santé. Ce n'est pas du tout ça le propos. C'est un équilibre social et sociétal, j'oserais dire économique, absolument indispensable. Et du coup, c'est par là que je terminerai, j'ai un mot pour les salariés du domicile, qui aujourd'hui sont le premier recours pour les personnes qui avancent en âge, pour les personnes en situation de handicap, et qui, pour certaines, commencent à développer dans tous ses débuts les premières formes de ce qu'est la maladie d'Alzheimer. Les salariés du domicile sont aujourd'hui des travailleurs pauvres. Ce sont des gens qui sont payés en moyenne entre 800 et 900 euros par mois. Ce sont des personnes qui tiennent le système à bout de bras. Sans les salariés de l'aide à domicile, mais on ne peut pas apporter de réponse à nos concitoyens qui sont en situation de perte d'autonomie. Vous voyez? Et donc, ces emplois qui, par définition, ne sont pas délocalisables, qui sont tenus par des personnes assez peu qualifiées, qui connaissent de véritables tensions parce que c'est dur d'être à domicile, d'être coincé entre la personne, la famille et sa propre vie, surtout quand on est en période Covid et que le pharmacien tord le nez pour vous délivrer des masques qu'on fait la première période du confinement. Vous voyez, qu'on est un peu considéré comme la cinquième roue du char alors qu'on est essentiel au système. Moi, dans mon propos et dans mon combat, présidente du conseil de la CNSA, si vous voulez, je ne lâcherai pas l'affaire sur ce sujet. Je ne lâcherai pas l'affaire parce que demain, c'est notre système de santé tout entier, eh bien, qui ne pourra survivre, s'équilibrer que dès lors qu'on aura adressé l'ensemble de ces sujets. Comme disait quelqu'un que j'ai bien connu, je m'énerve pas, j'explique si vous voulez, mais si vous voulez, on est un peu à la croisée de ces chemins. C'est pour ça que dans l'expression de tout ce que j'ai entendu ce matin avec vous, Janine Dubié, mais aussi Laura Adler, mais aussi les témoignages des proches aidants, et je pense en particulier à Jean-Claude Maignan, que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, vous voulez que je vous dise, je me retrouve comme un compagnon de lutte, au fond. Nous partageons les mêmes combats, pas forcément en faisant les mêmes choses, mais c'est dans ce sens-là qu'il nous faut aller ensemble. Merci beaucoup, Madame Montchamp. Voilà, vraiment, on a eu vraiment trois expressions très combatives et je pense qu'on va effectivement continuer de tous se battre ensemble. Janine Dubié, je me permets de revenir vers vous. Vous avez cité l'APA et une récente enquête de France Alzheimer a mis en lumière son inadaptation aux troubles cognitifs. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Est-ce que vous avez déjà eu des échos sur cette inadaptation de la grille APA? Oui, bien sûr. Donc, c'est la grille Agir qui définit le montant de l'APA.
Et en effet, cette grille Agir, ça fait déjà bien longtemps. Enfin, vous voyez, moi, j'ai quitté le secteur en 2012 quand je suis devenue députée. Mais déjà, mais même Pathos, hein, même la grille Pathos qui, elle, évalue la charge en soins, ce sont deux outils, en fait, qui déterminent d'une source de financement pour l'établissement, qui ne sont pas du tout adaptés à la prise, à la, comment dire, aux personnes qui présentent des troubles cognitifs. Voilà. Moi, je ne vais pas rentrer, enfin, que ce soit maladie d'Alzheimer ou apparentée, ou des personnes qui ont des troubles du comportement, parce que ça arrive aussi, ça. Parce que c'est pas là aussi, dans la maladie on utilise beaucoup ce terme maladie d'Alzheimer. Je suis pas médecin, mais en tout cas, elle se traduit différemment aussi selon des personnes. Et ce qui est souvent difficile comment dire, à gérer dans l'établissement, c'est des personnes qui ont plutôt des troubles du comportement, de l'agitation. Alors que moi, j'ai rencontré des personnes qui étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui étaient très calmes, très douces, très dociles, et avec qui la cohabitation avec les autres ne posait pas de soucis. Et donc, c'est dans cette approche beaucoup plus fine qu'il faut effectivement qu'on travaille les outils pour que quand on arrive à quantifier, puisque la PA, en fait, elle dépend du GIR dans lequel vous serez, GIR 1, 2, GIR 3, 4, et souvent, les personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs, parce qu'elles marchent, parce qu'elles déplacent, parce qu'elles mangent seules, elles sont dans ce fameux GIR 3-4. Et j'ai toujours pensé que c'était celui-là qui devait être davantage financé, le GIR 3, parce que c'est là où où la personne conserve encore de l'autonomie et où il faut travailler pour lui permettre de le conserver le plus longtemps possible. Parce que quand la personne bascule souvent en GIR 2, c'est parce qu'elle a perdu la capacité de se déplacer, elle a besoin d'un accompagnement plus suivi de la part du personnel et du coup, voilà, paradoxalement, c'est celui qui est le mieux financé, alors que je crois qu'il faudrait vraiment trouver des moyens de financement, et notamment pour les patients atteints de troubles cognitifs, dans cette catégorie de GIR, de personnes qui ont encore de l'autonomie. Pardon. Tout à fait d'accord. Je partage totalement ce que vous dites, Jeannie Dubié. Pardon, je me tais, mais je partage. Je vous remercie, Madame Monchamp, de cette intervention, parce que je crois vraiment que c'est là qu'il faut. Si on veut que la personne garde son autonomie le plus longtemps possible, il faut effectivement mettre tous les moyens, la stimuler, passer du temps avec elle et lui laisser faire des choses aussi par elle-même. Mais ça ne veut pas dire la laisser seule pour faire les choses par elle-même. C'est aussi être à côté d'elle et lui expliquer de pourquoi. Expliquer aussi. Moi, j'ai un exemple, je ne sais pas si j'ai encore le temps, mais quand j'étais directrice d'EHPAD, et notamment je vous parlais des projets de vie individualisés, j'expliquais à la famille pourquoi à un moment donné, l'aide-soignante allait accompagner la personne âgée à la salle de bain, aller l'asseoir sur une chaise et lui laisser faire la toilette du haut toute seule. C'est-à-dire se laver le visage et tout ça. Et puis, l'aide-soignante, elle ne restait pas forcément, elle partait d'un... Et parfois, j'ai eu des familles me disant, mais quand même, ma mère, elle a été laissée toute seule à la salle de bain. Non, sa maman n'avait pas été laissée à la salle de bain. Simplement, sa maman, on l'avait installée de façon à ce qu'elle fasse elle-même encore des choses qu'elle pouvait faire. Et si effectivement la toilette du bas c'était trop compliqué ou la douche, là le soignant était présent. Mais tout ça, c'est une approche qui prend en compte en fait la spécificité de chaque et les capacités qui restent à la personne et qu'il faut qu'on développe pour effectivement qu'elle ne devienne pas totalement dépendante des autres pour les actes de la vie quotidienne. Enfin, c'est un peu, je ne sais pas si je suis assez claire là-dessus, ça serait peut-être trop long pour... mais il y a des tas d'exemples que je pourrais vous donner et moi, je crois beaucoup à la formation du personnel. Monsieur, tout à l'heure, elle a dit oui,
le personnel en EHPAD, il a besoin d'une formation continue. Tout. Moi, j'avais fait travailler l'ensemble du personnel sur un concept qui s'appelle Humanitude, et je crois que vous en parlerez cet après-midi. Et franchement, je vais le résumer en un mot, c'est une approche en fait qui considère la personne, ou qui permet à la personne de rester debout le plus longtemps possible. Rien qu'en disant ça. Ça veut dire que quand vous restez debout, vous restez encore à la hauteur des autres. Voilà. Et donc, du coup, tout est construit autour de la prise en compte de la personne âgée et du respect de la personne et à la fois de sa citoyenneté, mais aussi de son intégrité, de sa complétude humaine, quoi. Voilà. Bon, enfin, je pense que vous en reparlerez tout à l'heure. Je ne veux pas être trop longue, mais je pense qu'on a aujourd'hui des moyens. Seulement, il faut à la fois donner de la formation au personnel et quand le personnel rentre de la formation, eh bien, il faut lui permettre de pouvoir mettre en œuvre ce qu'il a appris en formation. Et souvent, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on ait suffisamment, les effectifs suffisants pour pouvoir que toutes ces formations en fait soient traduites après dans le quotidien et dans la prise en soin et en charge des personnes au quotidien. Merci beaucoup Jeannine Dubié. Marianne Monchamp, je vais vous laisser conclure, mais avec peut-être 2 questions. Vous disiez que vous étiez d'accord avec Jeannine Dubié sur cette nécessaire remise à plat des outils, que ce soit Agir ou Pathos. Et dans le prolongement de ma question, est-ce que vous voyez d'autres mesures qui devraient être mises en œuvre pour qu'on prenne suffisamment en considération, en tout cas mieux qu'on ne le fait aujourd'hui, les personnes qui ont des troubles cognitifs? Alors déjà, oui, je disais que je partageais, je me retrouve beaucoup dans ce que dit Jeannine Dubié, et en particulier dans les illustrations qu'elle vient de prendre, qui montrent de manière extrêmement concrète, au fond, de quoi on parle. Et donc, si vous voulez, quand on a des organisations qui sont des organisations taylorisées, où en fait on a appris à compter le temps de travail à la tâche, quand on a perdu de vue l'enjeu, et c'est là que je rejoindrai l'enjeu des grilles, de la refonte des grilles Agir et Pathos, eh bien, on n'adopte plus le parti de la personne. Vous voyez ce que je veux dire? On adopte le parti du système. Alors, de temps en temps, c'est utile d'avoir le parti du système. Ça permet d'avoir le chauffage, la lumière et de faire que les lits soient faits. Mais on se rend bien compte que quand on parle de l'accompagnement d'une personne qui a besoin effectivement que l'on s'adapte presque de jour en jour ou d'heure en heure à sa situation parce qu'elle est évolutive, on ne peut pas rester dans un cadre procédural, normatif, descendant, qui impose la sécurité avant d'imposer au fond cette interaction subtile entre le choix, la sécurité en effet, et la liberté et la préférence. Et on parle de choses humaines, nous parlons de choses humaines, nous parlons de sciences humaines. Et nous avons besoin d'ailleurs d'investir dans les sciences humaines pour aller encore au-delà sur tous ces mécanismes. C'est la force du label Humanitude qui a osé décrire des choses extrêmement simples, presque déconcertantes de simplicité, mais qui sont le fondement d'une relation équilibrée. Et j'ajoute que équilibrée pour le bénéfice de la personne, mais pour le personnel. Si vous voulez, moi j'ai beaucoup souffert, j'imagine comme vous, d'entendre au journal de 20 heures pendant la crise des EHPAD des professionnels nous raconter qu'ils faisaient manger trop vite la vieille dame, si vous voulez. C'est choquant pour la personne, pour la famille, mais c'est aussi choquant pour le professionnel qui ne peut que souffrir de cette situation. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas un accomplissement que de se trouver en situation, au fond, de moins bien traitance pour des raisons strictement organisationnelles. Et donc, les grilles Agir et Pathos, effectivement, elles ont été construites dans une approche systémique. Elles ne prennent pas le parti de la personne. Il y a d'autres systèmes d'évaluation qui permettent notamment d'essayer d'évaluer en quelque sorte la qualité du service rendu à la personne et qui se fondent au fond sur la manière dont on l'aide à être, oui, plus autonome, mais surtout plus harmonieuse avec son environnement, qu'elle a peine du fait de ses troubles cognitifs à appréhender et qui lui semblent parfois hostiles
alors qu'hier, il était naturel. C'est par exemple le contact du gant sur son visage qu'elle n'a pas décidé et qu'elle va percevoir comme quelque chose de dérangeant et d'agressif, alors même que tout le monde a les meilleures intentions, mais le résultat des courses, c'est que la toilette devient une épreuve alors que ce doit être un moment plutôt d'agrément, de plaisir et d'estime de soi. Vous voyez l'idée? Et donc, en effet, quand on se contente de dire qu'on va classer en fonction bien, de la charge que la personne emporte sur le système pour arriver à une espèce de gradation en gire, bien, on en arrive effectivement à mettre toute l'énergie sur les gires les plus hauts, enfin, en tout cas les situations les plus complexes, et on oublie d'intervenir en amont, là où on a encore des chances de faire évoluer le cours des choses pour la personne. Et c'est une espèce comment vous dire, de dérive technocratique, enfin, osons les termes, de dérive technocratique, où on s'est donné raison tout seul et où le système s'évalue en fonction de ses propres critères. Donc, si vous voulez, je crois que cette révolution, parce que je pèse mes mots, hein, enfin, ça peut se gérer par une transformation harmonieuse. On n'est pas obligé de mettre tout le monde à feu et à sang parce qu'on a décidé qu'il fallait faire évoluer notre société sur l'accompagnement de l'avancée en âge. Mais il s'agit d'une révolution sociétale, c'est une révolution copernicienne. C'est tout. Et il faut que nous soyons capables de l'opérer. Alors, ça passe en effet par des transformations, des mutations comme celles qu'on peut évoquer sur les grilles, mais aussi sur les préférences, sur les choix stratégiques qu'il nous faut faire. Et j'ajoute qu'il va bien falloir que nous arrivions à trancher sur la question de la proximité, sur la question comment dirais-je, de l'organisation même de nos réponses collectives au plus près de la personne. Parce qu'aujourd'hui, le système que nous proposons à nos compatriotes, il est impénétrable, il est obscur, seuls les initiés savent se mouvoir à l'intérieur de ce système. Et la question de nos concitoyens, elle est très simple, hein. C'est « je suis tombé hier soir, j'ai peur ». Vous voyez, c'est je veux rester chez moi, mais la nuit j'ai peur, ou mes enfants s'inquiètent pour moi. Vous voyez, et c'est par des points d'entrée de cette nature-là qu'effectivement nous pouvons progressivement transformer nos modèles d'accompagnement, qui ne sont pas des modèles de prise en charge, qui sont des modèles d'accompagnement, hein, et de bienveillance. Alors ça, c'était pour la première partie de la question. La deuxième, j'ai oublié. Par rapport donc aux personnes qui présentent des troubles cognitifs, est-ce que voilà, vous auriez des idées de réformes pour qu'on prenne davantage en considération leurs besoins? Déjà, je pense la refonte que si de vous ces voulez, oui, alors la réforme des grilles, on en a parlé, mais je pense que si vous voulez, si nous étions capables d'opérer ce qu'on appelle, ce que les technos appellent la convergence entre l'âge et le handicap, la politique de l'âge et la politique du handicap, on progresserait collectivement pour une raison très simple. C'est qu'il n'y a pas que les personnes avec des pathologies d'Alzheimer ou des maladies d'Alzheimer qui développent des troubles cognitifs, hein. Les troubles cognitifs, vous les trouvez chez des personnes avec des troubles dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie, et vous les trouvez aussi dans le cas de nos concitoyens avec autisme. Et dans l'ensemble de ces champs-là d'intervention des politiques publiques, on a développé des stratégies qui ne sont pas toutes idéales, mais qui pourraient être évidemment extrêmement utiles à l'anticipation, vous voyez, des situations que peuvent développer les personnes qui sont touchées par des pathologies comme Alzheimer ou apparentées, afin de leur faire bénéficier, au fond, de tout cet arsenal, non seulement de réponses, mais aussi d'adaptation comment vous dire, des savoir-faire et des savoir-être auprès d'eux. Et moi, je crois beaucoup que cette réforme-là, que j'appelle de mes voeux depuis bien longtemps, alors qui coûte de l'argent, on est bien d'accord, mais qui a un effet extrêmement vertueux sur les politiques, qui aura un effet très vertueux sur les politiques de l'autonomie, il faut absolument que la 5e branche le rende possible. Parce que ça ne se joue pas à l'âge, ça se joue vraiment à la situation de la personne et à la prise en compte de ses aspirations. Et moi, je dis souvent, dans mes interventions, que je pense qu'on a beaucoup intérêt à s'inspirer
inspiré de la politique du handicap, je veux rappeler que cette politique, elle a été le fruit, au fond, de l'impulsion des associations qui représentaient les personnes et les familles. Et aujourd'hui, dans le champ de l'âge, à part France Alzheimer, qui, grâce à sa force de frappe, sa force de feu et son organisation, porte la parole des personnes aidantes, des proches, mais aussi des personnes, dans le champ de l'âge, on n'a pas l'équivalent. Si vous voulez. Moi, je n'ai pas dans le champ de l'âge de porte-parole des personnes organisées, suffisamment structurées pour imposer le dialogue avec la puissance publique et en représentant évidemment les personnes en situation de troubles cognitifs, quelle qu'en soit d'ailleurs la nature. Et ça, si vous voulez, ça me gêne, et je pense qu'en s'appuyant grâce à la branche et à la représentation du handicap dans la gouvernance de la branche, on a la possibilité, au fond, d'enrichir cette vie démocratique et de rendre visible le point de vue des familles et des personnes touchées par des troubles psychiques. Donc, deux grandes familles de réformes, au fond, la convergence, pour vraiment faire entrer, si vous voulez, dans nos pratiques et dans notre système de protection sociale, les principes que l'on a déjà mis en œuvre avec la politique du handicap, notamment autour du projet de vie, ce qui fait écho à ce qu'évoquait Janine Dubié tout à l'heure sur le projet de vie de la personne en établissement. On a une espèce de continuum, et sans doute faut-il imaginer aussi réformer la PA dans ce sens-là, pour être beaucoup plus, comment dirais-je, dans une approche beaucoup plus personnalisée en fonction non pas du GIR, c'est-à-dire du niveau de perte d'autonomie, mais bien plutôt du niveau comment dirais-je, d'enjeu de vie autonome pour la personne, et d'autre part, avancer de manière très volontariste sur la représentation des personnes et des familles, parce que, si vous voulez, aujourd'hui, dans le champ de l'âge, il faut être très clair, le compte n'y est pas. Ceux qui parlent pour les personnes et les familles, ce sont d'autres que les personnes et les familles elles-mêmes. Merci. Merci beaucoup, Madame Hélène, Monchamp. pardon. Hélène, je peux rajouter juste un petit mot? Un tout petit mot. Ah, je te remercie. Non, un petit mot parce que c'est dans la continuité de ce que vient de dire Anne-Marie Monchamp. On parlait de la grille Pathos. Je rappelle tout le temps que la grille Pathos, c'est l'évaluation du soin requis. Et quand on fait ça dans les établissements, on tombe souvent avec des taux qui sont relativement élevés, et les médecins contrôleurs n'ont de cesse que de faire redescendre le niveau du Pathos, tout simplement parce que derrière, c'est lié au financement de l'établissement. Donc, c'est aussi qu'on n'utilise pas les outils comme ils devraient l'être, et que derrière, comme ils sont source de financement, on les adapte plutôt aux capacités financières plutôt qu'aux besoins des personnes. Et donc ça, c'est Anne-Marie Monchamp qui m'y a fait penser. Je pense que dans la définition de nouveaux outils, il faut peut-être aussi imaginer de ne pas raisonner tant en financement que en prise en compte des besoins de la personne. Voilà, merci beaucoup. Alors, moi, je partage aussi, à la différence que, enfin, je dis ça, je chahute Janine Dubié, mais mon prénom est Marianne, et j'y tiens. Pardon. Mais non, toutes ces plaisanteries mises à part, je rejoins tout à fait ça. Et ensuite, on peut même imaginer que la branche, notamment à travers son budget d'intervention, son fonds d'intervention, puisse soutenir mieux tous les établissements et les organisations qui vont dans ce sens-là. Plutôt que d'être toujours arc-bouté, encore une fois, sur cette approche barémisée et qui consolide un système qui lui-même est en train de se développer. Merci. Un immense merci vraiment à vous trois pour toutes ces précisions et pour ce débat qui a vraiment été très, très riche. Écoutez, je vous propose de faire une pause déjeuner et on se retrouve à 14h15 très précise avec notre prochain débat qui portera sur la fin de vie. Bon appétit à tous et merci.